Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Et là, cette semaine, on va profiter de cette nouvelle chronique Marquez-vous avec notre ami Gérard Haas. Et notre ami Bertrand Dussoge. Qui nous reçoit chez lui. Et je ne tarde pas plus pour aborder le premier sujet de cette semaine, qui est l'affaire du logo de Gap. Extraordinaire comme histoire. Alors c'est une belle histoire, donc je la rappelle dans 2 secondes. Gap a travaillé un certain nombre de mois pour déterminer un nouveau logo. Ils ont voulu, parce qu'ils étaient dans les réseaux sociaux, proposer de demander l'opinion des fans de Gap sur Facebook, et ils ont reçu un accueil négatif. Ils ne s'y attendaient pas, et le directeur de la communication a dû reculer et laisser finalement l'ancien logo. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération, Maître Haas? D'abord, sur le point de vue juridique, c'est intéressant parce qu'il y avait un travail de nouveau logo qui avait été mis en place, et pour la première fois, ce logo n'était plus décidé par la marque, par l'entreprise, mais elle était donnée à une communauté dans une société qui se veut de conversation. Et ça, c'était très intéressant, et on s'est rendu compte que, alors que la marque fait l'opinion, dans ce cas, c'est l'opinion qui a fait la marque. Et le recul de la marque en disant je ne change pas mon logo, c'est terriblement intéressant, et ce qui montre que renouveler l'image d'une marque n'est pas évident en soi, et qu'il faut beaucoup de courage pour une entreprise lorsqu'elle veut changer son logo, parce que les gens y sont habitués. Alors il y a des mauvaises langues là-dedans qui nous disent que en fait, c'était initié directement par la marque elle-même. C'est-à-dire que c'était dans une crise de confiance, dans un moment de confiance, est-ce que mon marché, etc., pour montrer l'attachement de mes clients à ma marque. Et certains disent que ce serait monté de toutes pièces. Alors j'en sais rien. En tout cas, dans les 2 cas, c'est un véritable et merveilleux cas de leçon en termes de marketing. C'est bien rattrapé. Mais ça me rappelle l'affaire qu'on a traitée au début de l'année avec Benetton, qui a carrément demandé à ses internautes de proposer des photos de mannequins pour faire leur spot publicitaire. Oui. Donc ils ont carrément fabriqué leur spot avec les internautes. Donc ils n'ont même pas été voir l'agence, ils y sont allés direct. Alors est-ce que ça veut dire que finalement les agences, elles vont finir par ne plus être des créatifs, mais des producteurs? En fait, quelque part, aujourd'hui, on crée avec les agences des marchés échanges. Et le jeu de la marque, c'est aussi en perdre un peu son contrôle. Je rebondis dans le même sujet sur des journaux comme Rue 89 qui demandent à leurs internautes, à leurs lecteurs, de financer des enquêtes. Oui, c'est-à-dire que ce sont des journaux qui ont un modèle économique qui repose sur la gratuité. Et la gratuité ne suffit aussi, je crois que c'est J'aime les journalistes ou .com ou dans ce genre-là, qui demandent aux gens à payer les journalistes. C'est-à-dire que le modèle économique du tout gratuit ne permet pas à un éditeur de contenu de vivre. J'ai tweeté il y a quelques jours une information comme quoi le Times avait perdu 4 millions de lecteurs en devenant tout payant. On dit aussi que le Times a trouvé 200 000 lecteurs payants. Très bien. Eh bien, merci pour ce soir. Bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.